Votre participation, en tout cas, témoigne de l'intérêt, pour l'étude qui va vous être présentée, ce matin. Merci également à nos conférenciers d'avoir accepté d'animer cette matinée. Donc j'ai le plaisir d'accueillir notamment Patrick Aigrin, qui est le chef du service analyse transversale et multifilière de FranceAgriMer, qui va vous situer déjà en introduction le contexte de cette étude et ses objectifs, en introduction donc. Ensuite, Bertrand Houdin, PDG du cabinet d'études Ceresco, qui a réalisé l'étude donc pour le compte de FranceAgriMer, va nous présenter en détail, donc cette étude. Et donc cette étude a été aussi réalisée avec 5 instituts techniques agricoles et nous avons le plaisir donc d'accueillir Lisa Leclerc, qui est ingénieure chargée d'études à l'IFIP et Yannick Carrel, ingénieur chargé d'études chez Arbalis Institut du végétal, qui vont vous donner 2 exemples, tout à fait concrets, donc celui de la filière porcine et celui de la filière céréalière. Alors ensuite, nous les 3 animateurs vous ont préparé également, 3 mini quiz qui vont émailler leur présentation pour tester vos connaissances. Tous les participants auront la possibilité de voter en direct, de façon anonyme, donc n'hésitez pas. Un indice, une seule réponse parmi les options qui vous seront proposées pour chaque question est bonne. Donc, nous diffuserons le résultat de ces sondages en live à l'issue des votes. Et enfin, dernière précision, nous allons mettre en ligne le diaporama qui va vous être présenté à l'issue de ce webinaire, ainsi que l'étude, le rapport complet de l'étude et une courte synthèse pour retrouver l'essentiel rapidement sur le site de FranceAgriMer. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais céder la parole à Patrick Aigrin qui va vous présenter donc le contexte de l'étude et ses objectifs. Patrick, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, on est ensemble pour vous présenter les résultats d'une étude qui a duré 1 an et qui s'est aussi concentrée plus précisément sur 9 filières particulières. Mais je voudrais revenir d'abord sur l'origine de la demande. L'origine de la demande, c'est un objectif technique qui provient à la fois de l'Observatoire de la formation des prix et des marges et aussi de l'Observatoire des SICO, qui consiste à éclairer donc vraiment techniquement une notion complexe, hein, on va le voir, qui est celle des coûts de production, et de partager cette complexité et de partager la connaissance relative à ce concept qui est très souvent utilisé et assez souvent mal connu, ou en tout cas sur lequel les gens ne partagent pas suffisamment, ils ne vont pas suffisamment loin dans la précision de ce qu'ils partagent pour que c'est vraiment un sens. Donc en réalité, le travail a consisté à réaliser un inventaire des données de coûts de production à plusieurs échelles géographiques, notamment nationales, régionales et infrarégionales. Il n'a pas été question dans cette étude, même s'il y a eu un benchmark, on y reviendra, mais il n'a pas été question dans cette étude de faire un recensement, un inventaire des données au plan international. On a ciblé les indicateurs peu ou pas connus, donc d'essayer de repérer la totalité de ce qui avait à voir avec les coûts de production et ce que les gens utilisaient. On a essayé aussi, et l'étude a réussi à analyser les hypothèses, les méthodes de calcul qui permettent d'obtenir des coûts de production. Et on s'est aussi intéressé à l'accessibilité de l'information et aussi et surtout peut-être aux usages qui en sont faits. On verra dans l'étude que en fonction de l'optique d'utilisation de la notion de coût de production, eh bien, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses qui sont retenues. Et enfin, il y aura un travail conclusif, je dirais, au terme de recommandations, qui sont le repérage des freins à la production et à la diffusion des données, et aussi des recommandations pour tenter de lever ces freins. Voilà. Donc, vous voyez ici les filières qui ont été étudiées précisément pour éclairer cette problématique complexe. Donc, qui ont été croisées, bien sûr, avec la totalité, puisque l'Observatoire des SICO était aussi commanditaire, de regarder aussi l'interférence, quand on le pouvait, avec les signes de qualité, sachant que, bien évidemment, lorsqu'on passe à des signes de qualité, on diminue forcément la taille des échantillons et la taille du nombre d'exploitations concernées. On y reviendra par la suite. Voilà. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Bertrand. Voilà. Donc, la méthode
a plutôt consisté d'abord, hormis un gros travail bibliographique, à rencontrer, à faire des entretiens, centre entretien d'acteurs et des gens qui à la fois étaient des spécialistes de la question et en même temps des gens qui étaient à l'initiative de travaux relatifs et d'échanges relatifs aux coûts de production. Donc, la méthode recensement, analyse des méthodes d'obtention des indicateurs des coûts de production et de leur utilisation. Une phase, comme on l'a dit, de comparaison interfilière et une benchmark. Et enfin, freins et recommandations globales. Donc, ça reprend ce que je vous ai dit à l'instant. Les livrables, 9 monographies approfondies sur 9 filières dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, une analyse transversale et une synthèse. Voilà, c'est déjà, Virginie en a parlé. Je voudrais simplement finir la diapositive suivante, Bertrand. Voilà. Avant de passer la parole à Bertrand qui va animer le fond du sujet, je voudrais dire qu'en fonction de l'optique coût de production, et on va y revenir dans le cadre de cette présentation, les questions de définition, d'échantillons, de la représentativité de ces échantillons, des modes de récolte de l'information, etc., et du caractère diffusable ou pas des informations vont dépendre, bien évidemment, des différentes optiques relatives à l'étude des coûts de production, et ça fait partie, je pense, d'un des enseignements tout à fait intéressants de cette étude. Et je ne vais pas plus loin, je passe la parole à Bertrand. Voilà, merci Patrick. Je tiens juste à repréciser aussi, et je pense que ça fait partie du contexte dans lequel on est aujourd'hui. On n'avait pas d'objectif à la base de préparer le projet de loi Egalim 2, hein, puisqu'on était loin de ça au démarrage de cette étude qui a démarré fin 2019, début 2020, c'était en janvier 2020. Donc peut-être que vous sentirez un peu frustré par certains passages, mais on n'avait pas cette optique-là, mais vous verrez qu'on ouvre le champ des possibles quand même à la fin en s'interrogeant justement sur la capacité qu'on aura demain d'avoir les bons indicateurs. Et avant de vous faire intervenir, parce que on va commencer par ça, par vous faire travailler, hein, puisque on a un sujet qui est quand même assez ardu, je dois le signaler, je suis assez étonné et surpris qu'on ait autant de monde, mais ça fait plaisir. Hein, donc, on a mis quelques quiz pour vous réveiller de temps en temps. Virginie sera chargée de regarder la participation au fil de l'eau pour voir si on n'endort pas les gens. Donc, on va articuler notre présentation en 4 grandes parties. La question un peu basique, triviale, c'est quoi un coût de production ? Et finalement, c'est la première question qu'on a posée au début de cette étude. Vous allez voir que la réponse n'est pas si simple, à moins que vous me donniez tous une bonne réponse d'ici quelques secondes. Le deuxième point, comme l'a dit Patrick, à quoi sert un coût de production ? Parce que moi, étant que chef d'entreprise, je dois aussi piloter mon entreprise et je dois avoir des indicateurs. Et le coût de production est un indicateur économique. Et donc, pour avoir cet indicateur économique, ça nécessite d'avoir un coût de déploiement, etc. Donc, en fonction de ce que je vais faire de cet indicateur économique, je vais peut-être employer différentes méthodes. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et ces coûts de production, on va le voir, servent aussi à différentes finalités. Le troisième point va consister à voir comment on va arriver demain à arriver à produire ces indicateurs alors qu'on a une segmentation de plus en plus forte des filières. Quelles sont les limites qu'on atteint? Également, on ne pourra pas tout faire, hein, ou alors, sauf à budget limité. Et puis, justement, on essaiera d'ouvrir un peu nos chakras à la fin en prenant du recul par rapport à notre mission. Hein. C'est aussi l'objectif des consultants, c'est de faire réfléchir un peu plus loin. Et puis, Patrick étant un passionné de prospective, il a essayé aussi de nous pousser dans nos retranchements. On va essayer de voir quels sont les scénarios qu'on envisage par rapport à ces coûts de production. On va commencer tout de suite par un quiz. Donc, sachant que François Grimaire a refusé qu'on donne 100 € par bonne réponse, mais quand même, on souhaite que vous répondiez au quiz. Donc là, on vous laisse répondre à l'heure actuelle. Donc, il suffit normalement de répondre en ligne sur le sondage. Et puis, on vous laisse quelques secondes. Donc, d'abord, pour
bien comprendre qu'est-ce qu'un coût de production, et puis aussi quel est le numéro de… Là, la première question, c'est quel est le niveau de rémunération choisi quand on parle d'un coût de production, quelles sont les composantes aussi d'un coût de production. Donc, sur le niveau de rémunération, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités, hein, avec différentes unités. Hein. Est-ce que c'est le SMIC brut, net? Est-ce qu'on parle un SMIC brut? Est-ce qu'on parle d'un SMIC par unité de main-d'œuvre? Est-ce que tout est possible? Quand on parle de coût de production, qu'est-ce qu'on a dans un coût de production? Voilà, est-ce que ce sont les charges fixes, les charges variables? Est-ce que c'est l'ensemble des charges? Est-ce qu'on retire les aides et les produits annexes? La troisième question, c'est effectivement quand on a plusieurs ateliers, notamment pour les productions animales, comment on comptabilise ces sessions internes? L'unité des coûts de production, voilà, sachant qu'elle va varier peut-être en fonction de ce qu'on va choisir. Et puis, la cinquième partie, c'est quand il y a plusieurs ateliers, voilà, les charges fixes, les charges de structure, comment on peut les répartir entre les différents ateliers, parce qu'on a des exploitations normalement qui sont appelées aussi à se diversifier de plus en plus. Donc, on vous laisse quelques secondes, on va regarder quand on aura à peu près… on sera arrivé à 70-80 votes, on arrêtera le décompte. Et je vais charger Yannick et Lisa de faire la musique d'ambiance maintenant. On va attendre le résultat des votes. À moins que ça soit Virginie. On va attendre un petit peu parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas encore voté, mais bon, on va laisser quelques secondes encore. Il y a beaucoup de questions, donc… Alors, je partage les résultats. Oui. Allons-y. C'est parti. Voilà, donc, combien vous avez choisi de rémunérer les agriculteurs? Alors, quand même, vous dites que tout est possible. Vous allez voir que c'est plutôt la bonne réponse. Donc voilà, 100 € x 32, donc 3 200 € à débourser. Vous allez voir que cette question, elle paraît simple au départ, parce que quand on dit coût de production, on dit aussi rémunération, et mine de rien, cette question est très très complexe, tant sur le plan technique que également éthique ou politique. Alors, quelles sont les composantes du coût de production? Eh bien, en fait, vous avez donc faux, hein, puisque ça me fait plaisir de le dire. Voilà, vous n'êtes qu'un tiers des personnes. La bonne réponse était plutôt la fin, charge courante plus amortissement plus charges supplétives. Hein, on est sur des charges fixes plus les charges supplétives, il ne faut pas les oublier. Donc, ouais, on voit quand même qu'on a une grande dispersion des réponses, et notamment voilà, pour 12% d'entre vous, vous êtes sur la somme des charges moins les aides plus les produits annexes. C'est plutôt ça. Donc, on va voir la réponse après. Donc, après, comment sont comptabilisées les sessions internes? Là aussi, une grande dispersion des votes, et c'est normal, puisque c'est un peu comme à l'école des fans, tout le monde a raison, ou alors tout le monde a tort, mais c'est plutôt au choix. Vous allez voir pourquoi, et Lisa nous expliquera, entre autres, il y aura des différences selon les productions. Et l'unité de coût de production, effectivement, vous allez voir, on ramène ça plutôt à ce qu'on produit. Hein, donc forcément, ça va dépendre de la production. Et après, sur la question de la répartition des charges de structure, voilà, quand il y a plusieurs ateliers, là aussi, les trois options sont possibles, on va le voir. Même l'option on ne travaille qu'avec des exploitations spécialisées, ça va dépendre là aussi des choix méthodologiques. Donc là aussi, tout le monde ajuste. Et maintenant, donc, je vais vous présenter donc, la première partie justement sur ces coûts de production. Voilà, donc là, c'était la bonne réponse. Hein, vous le voyez, on est sur le coût de production. C'est l'ensemble des charges engagées, donc qui comprend effectivement
les charges fixes, les charges variables, mais aussi les charges calculées nécessaires au réinvestissement, au renouvellement des immobilisations, les amortissements, et les charges supplétives qui sont, qu'on appelle aussi la rémunération des facteurs de production. Vous aurez aussi les deux langages. On va avoir la rémunération du foncier, la rémunération du capital, mais aussi le travail non salarié. D'où la première question sur le niveau de rémunération dont on parlait tout à l'heure. Il faut bien faire la différence, et vous le verrez qu'on l'emploiera aussi lors de cette présentation, avec le prix de revient. Puisque le prix de revient, on va enlever par rapport à l'ensemble de ce coût de production les aides et les produits non affectables ou les produits annexes qui ne sont pas liés à l'atelier lui-même. Donc, cette différence entre coût de production et prix de revient, elle est quand même assez essentielle dans le langage et dans ce qu'on veut faire dire à cet indicateur. Peut-être qu'il y a aussi des abus de langage. Parfois, quand on peut parler en fait de prix de revient, on parle de coût de production. Et il ne faut pas oublier cette différence fondamentale. Vous voyez que parmi les réponses qui ont été données, on a eu très peu de réponses finalement sur ce qu'est un coût de production véritablement. Moins de 30% des gens, donc ça interpelle, alors qu'on a quand même, je pense, autour de la table, ou autour de vos écrans, ou autour de où vous êtes d'ailleurs, un public plutôt de sachants. Donc ça nous amène aussi à dire que finalement, je ne dis pas qu'on est à la préhistoire des coûts de production, mais il y a eu un travail assez remarquable fait au niveau du RMT sur l'économie des filières animales qui a travaillé déjà sur ces coûts de production. Donc on s'est un peu, et voire même beaucoup inspiré sur certaines parties, parce qu'il y a du travail qui était déjà fait, où il comparait en fait ces coûts de production à la problématique de la mise en place du système métrique. Quand on avait une lieue, et donc là c'est notre coût de production, qui voulait dire plusieurs choses. Donc 4 km dans le Poitou, 5 km en Bourgogne, 7 km en Espagne. Donc à l'heure actuelle, il y a un problème de standardisation par rapport à ce coût de production. Il y a beaucoup de méthodes. Donc, on va essayer de ne pas trop vous embrouiller, mais de comprendre pourquoi il y a des différences et quelles sont leurs incidences par rapport à ces méthodes, avec des problématiques aussi liées sur le fait que le coût de production, il va s'exprimer par rapport à un produit. C'est en euros par vache laitière, c'est en euros les 1000 litres, etc. Et donc, il faut bien définir aussi la contour de l'atelier. Et vous allez voir que toutes ces subtilités, ce sont des petites subtilités, mais qui jouent beaucoup, finalement, sur cet indicateur. Elles ne joueront pas forcément beaucoup sur sa variation, mais par contre, elles joueront beaucoup sur sa valeur absolue. Donc, attention, quand on va comparer les coûts de production, il faut qu'on soit dans les mêmes hypothèses retenues. Donc, c'est important de bien comprendre ces problématiques parce que ça va peut-être aussi limiter parfois les synergies entre les dispositifs de mesure qu'on a. Donc, les méthodes de calcul, vous voyez que les hypothèses peuvent être nombreuses par rapport au type de charge dont on a parlé tout à l'heure dans le petit diagramme, que ce soit lié à la gestion de la diversité des ateliers, que ce soit lié aux amortissements. On va faire 5 focus différents pour montrer un peu les différences qu'il peut y avoir et les impacts qu'on va avoir. Bon, tout d'abord, sur la prise en compte des ateliers. Et en gros, dans des exploitations qui seront peut-être amenées face au changement climatique à être peut-être de plus en plus résilientes grâce à une plus grande polyvalence, une pluralité d'ateliers, ça va être une question qui va se poser de plus en plus. Donc, notamment, quand on a, là, on le voit sur le petit schéma qui était fait à droite, qu'est-ce qu'on prend dans un atelier qui va avoir des cultures de vente? Est-ce qu'on prend uniquement l'élevage lui-même ou alors est-ce qu'on prend l'ensemble des charges et des produits qui sont liés à la production de l'alimentation animale? Donc pour ça, on a plusieurs stratégies qui sont adoptées. Vous voyez qu'on n'a pas quelque chose d'univoque. Tout d'abord, on peut avoir des clés de répartition en fonction des animaux, du chiffre d'affaires, du nombre de vaches, etc. On peut avoir une stratégie entre guillemets d'évitement. Et souvent, elle est très utilisée, cette stratégie. Alors, ce n'est pas pour, entre guillemets, exclure le problème, c'est simplement
pour avoir aussi la capacité à produire des indicateurs qui sont, entre guillemets, plus purs. Donc là, on prend uniquement des exploitations où 75% du chiffre d'affaires est fait par un atelier, ou alors il faut créer éventuellement des sous-échantillons, des sous-types à l'intérieur de notre catégorie qu'on va étudier. Donc là, effectivement, déjà, vous voyez qu'on a un premier biais dans la prise en compte des différents ateliers. Et ça pose des questions, effectivement, dans le cas d'exploitations qui sont de plus en plus diversifiées, notamment dans la bio, par exemple. On a pas mal d'ateliers souvent par. Autre focus, deuxième focus, c'est celui sur les cultures de vente. Voilà. Est-ce que globalement, je fais ça au coût d'opportunité, comme si globalement je le vendais à l'extérieur, ou est-ce que je fais ça au prix de revient, à ce que ça me coûte en interne? On a les mêmes réflexions quand on est dans une entreprise, entre guillemets, classique. C'est-à-dire, ça, c'est des règles de comptabilité analytique qui vont se poser aussi pour toutes les entreprises. Donc, vous voyez que les écarts entre les deux méthodes, c'est le graphique de droite, elles induisent quand même des biais ou des différences quand même de prix, de coût de production, qui varient là, selon les années, de moins 6 à plus 8% entre les deux méthodes. Donc, il y a quand même une incidence dans ces modes de calcul. Lisa, tu as rajouté voilà, que selon les filières, on va avoir aussi des approches qui peuvent être différentes. Oui, effectivement, en fait, dans la filière porcine et dans la filière des palmipèdes gras, on va plutôt utiliser la méthode 1, donc où on va avoir les cultures de vente qui sont utilisées dans l'alimentation des animaux, qui sont comptabilisées au prix du marché des cultures. Et à ce moment-là, l'atelier animal est soumis aux variations du prix de ces marchés, de ces cultures-là. À l'inverse, pour les ruminants, le contour de l'atelier va prendre en compte, outre les animaux, l'ensemble des surfaces utilisées pour leur alimentation. Et donc, du coup, les charges de ces surfaces, elles sont intégrées au prix de revient du produit. Donc, on a ces différences-là entre les filières avec des intérêts qui sont différents selon les méthodes. La première méthode, elle offre une simplicité de calcul où on analyse uniquement l'atelier animal et on va comparer les résultats sans tenir compte du mode d'approvisionnement en matières premières. Alors que la deuxième méthode, elle va plus refléter le coût qui va être lié à la stratégie choisie par l'éleveur sur l'autonomie alimentaire de son atelier. Ok, merci Lisa. Donc, vous voyez, encore une fois, on peut justifier le choix d'une ou l'autre méthode. Et parfois, c'est difficile d'avoir des convergences entre filières parce que ça se justifie totalement. Après, sur autre point, sur les charges non affectées, donc les charges entre guillemets fixes, comment on les affecte par rapport aux différents ateliers. Donc, est-ce que globalement, on fait une affectation manuelle, une clé de répartition qui semble à peu près simple? Est-ce qu'on va regarder selon les surfaces? Est-ce qu'on fait vraiment une approche très fine, très économétrique, avec des coefficients, des matrices, etc., en croisant les charges et les produits bruts? Donc, vous voyez qu'on peut aller très, très loin dans ces affectations de charges. Et est-ce que derrière, on va aussi avoir des coefficients établis par unité physique, c'est des processus automatisés dans ces cas-là. Ça paraît, entre guillemets, plus simple. Et après, on peut avoir aussi une dernière stratégie qui est encore une stratégie d'évitement, c'est de se dire, voilà, globalement, si on a des exploitations spécialisées, on va s'absteindre d'avoir ce biais-là. Donc là, c'est les charges non affectées, ça peut représenter quand même une bonne partie des charges. Ça peut avoir des impacts non négligeables. Sur les amortissements, là, on a des stratégies d'amortissement et des approches aussi comptables qui peuvent être très différentes. Est-ce que je prends des amortissements linéaires, dégressifs? Est-ce que je prends de la gestion entre guillemets fiscale? Donc là, on a pris le choix d'un tracteur de 70 000 € amorti en 7 ans. Alors, il y a un petit artefact ici à 80 000 €, c'est normal puisque il y a une question de reprise de matériel à 10 000 € dans cette histoire qui fait que on a des impacts différents. Alors, c'est Yannick qui a fait ce graphique, entre autres, donc il pourra le commenter s'il le veut ou s'il y a des questions. Il est 100% responsable. C'est pour ça qu'on l'a invité, c'est spécialement pour ce graphique.
Mais vous voyez quand même qu'on a des impacts importants. Voilà. À moins que Yannick, tu veux rajouter, mais on va peut-être juste passer. C'était juste. Oui, non, juste pour préciser que ce cas-là de justement à 80 000 euros, compte tenu de l'évolution de la réglementation fiscale, n'est plus possible. Voilà. Il pourra peut-être revenir, on ne sait jamais. Voilà. Et vous voyez aussi l'importance des amortissements globalement, hein, selon les filières. Ça va de grosso modo de 10 à 20%, donc ce n'est pas négligeable du tout quand vous voyez que globalement, on peut avoir des différences de l'ordre de 50%, voire plus, sur ce poste-là. Troisième point, et qui est là éminemment politique, mais on y reviendra aussi, politique, éthique, tout ce que vous voulez, hein, là je ne fais pas de jugement de valeur, c'est la prise en compte du travail de l'exploitant. Tout à l'heure, on disait, voilà, est-ce que globalement tout est possible? C'est effectivement la réponse, sachant que dans le coût de production, on est bien d'accord que tout ce qui est charge salariale des salariés, charge de personnel liée aux salariés, est déjà intégré dans les charges d'exploitation. Donc là, on parle bien dans les charges notamment dites supplétives, hein, de la rémunération des facteurs de production. À combien, finalement, on va mettre le salaire. Donc là, c'est effectivement très arbitraire. Et on a différentes hypothèses. Par exemple, on a mis voilà, de 2 SMIC net fois 1,3, là, notamment c'est dans la filière bovin-lait qu'on va mettre ça, 1,5 SMIC, 1,5 SMIC net avec les charges MSA, ou 2 SMIC. Donc vous voyez qu'il y a vraiment, là, ça peut être à la fois des positions parfois politiques, ça peut être aussi des choix par rapport à la réalité. Et on va le voir tout à l'heure dans les comparaisons internationales, on a aussi la capacité à regarder, voilà, si on substitue un chef d'exploitation par un salarié, qu'est-ce qu'on prendrait comme salaire. Et après, voilà, il y a la problématique aussi du temps de travail qui est beaucoup plus complexe à appréhender. Comment on intègre ce temps de travail sur le coût. Après, Yannick nous faisait remarquer aussi quand on avait fait cette étude, c'est que, attention, là, on a une sensibilité au coût de production qui est variable selon les filières. Parfois, c'est très important et d'autres, il faut parfois le relativiser. Hein, selon, vous voyez, en poulet standard, finalement, le coût de main-d'œuvre n'est pas si important que ça, puisqu'on a un coût d'alimentation qui est très, très important. Donc là, il est grosso modo de plus ou moins 1% en fonction, par fraction de 0,5 SMIC. Et pour le lait, par contre, c'est beaucoup plus important. Voilà. On a encore, en termes voilà, vous voyez les différents focus. Vous voyez aussi qu'on a, par rapport aux méthodes de calcul, on peut avoir des différences. Soit on parle d'observation, à partir de cas réels, concrets, je vais regarder dans les comptes d'exploitation combien se mesurent les différentes données. Et puis, quand j'ai assez de personnes constituant l'échantillon, je peux constituer des observatoires et des exploitations, des données bien consolidées. Ou alors, je parle de simulation à partir d'ateliers types. Et vous verrez que ces choix vont peut-être aussi varier en fonction de la finalité, avec parfois une simulation qui est faite à partir d'observations. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a une frontière perméable. Mais tout ça va varier à la fois en fonction de la taille de l'échantillon dont je dispose, mais à la fois aussi en fonction de l'optique. On va y revenir dans la deuxième partie de cette présentation. Voilà. Et puis, pour conclure sur cette première partie, où j'espère qu'on ne vous a pas perdu sur les méthodes, hein, vous avez vu qu'il y a une diversité de méthodes. Ça nécessite de la rigueur. Ce qu'on peut constater, nous, ce qu'on a constaté aussi par rapport aux entretiens qu'on a menés, c'est que globalement, sur certaines filières, il y a finalement des absences de synergie, y compris au sein d'un même réseau. Donc, ça peut poser question parfois. Ça peut s'expliquer, bien sûr, pour des raisons historiques ou des questions d'approche. Et parfois, on a aussi des méthodes qui sont un peu référentes, notamment dans le domaine des ruminants. Donc, je ne sais pas si c'est le boulot qu'a fait l'Institut d'élevage depuis de nombreuses années, mais il
il y a des outils qui semblent être utilisés par pas mal de monde. Donc, attention par rapport à ces méthodes de calcul, elles ne sont pas toutes standardisées, hein, on le dit, on est encore dans le domaine de la LIEU, hein, on n'a pas encore inventé notre système métrique. Ça peut s'expliquer aussi parce que, on va le voir tout à l'heure, on a une diversité d'applications et de finalités dans ces coûts de production. Le deuxième sondage qui s'affiche. Alors, la première question est assez simple. À quoi ça sert un coût de production? Vous voyez qu'on a de nombreuses réponses possibles, que ce soit sur l'aspect performance, référence, mesurer des impacts, vérifier qu'on a finalement des productions à plus haute valeur ajoutée. Est-ce que globalement, quand on est en signe officiel de qualité, est-ce qu'on gagne aussi bien notre vie qu'ailleurs? Voilà. Ça peut être des éléments de réponse. Est-ce qu'il y a une taille d'échantillon minimum? Voilà, vous voyez que là aussi, on a peut-être des réponses qui sont très pragmatiques. Est-ce que c'est un individu? Est-ce que 25 individus? Normalement, dans la norme statistique, c'est quand même pas mal. Après, on a des règles aussi qui existent. Est-ce que c'est au moins 10% de la population de l'échantillon observé? Donc, voilà. Pourquoi les coûts de production sont exprimés en indices? Ça, c'est une question qui peut être très polémique. On va le voir tout à l'heure. Alors, les coûts de production sont-ils utilisés dans les contrats? Là, effectivement, on a émis cette question-là avant les propositions Egalim 2 dont on ne parlera pas. Hein. Et puis, après, il y a la question aussi de la part des coûts de production dans les prix payés aux producteurs dans les contrats. Voilà. Donc maintenant, on est à 48 sur 98. Oui. Les gens répondent plus vite que sur les questions techniques, apparemment. Ok, ben, je pense qu'on va arrêter là, puisqu'on est à 78, on était à 75 oui. Tout à l'heure. D'accord. Donc, mettre fin et je partage les voilà, résultats. Donc, à quoi sert un coût de production? Donc, effectivement, vous allez le voir, ça dépend. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. On peut répondre un peu à tout et effectivement, on pourrait mettre à quoi sert un coût de production et un prix de revient aussi. Hein, vous allez voir. Sur la taille de l'échantillon, là aussi, je pense que les deux dernières réponses sont les meilleures, c'est-à-dire qu'on fait au mieux avec ce qu'on a, malheureusement, ou avec les moyens qu'on nous donne. Hein, il faut être clair, hein, construire un indicateur économique, ça a forcément un coût quelque part. Et là, en fonction effectivement des usages, parfois vous avez besoin d'avoir quelque chose de très très solide pour pas qu'on vous le remette en cause. Donc ça peut coûter très cher. Et ça dépend des usages, effectivement, comme on vient de le dire, hein, vous allez voir en fonction on a fait des typologies d'usage et vous allez voir que ce n'est pas les mêmes choses. Donc les deux raisons sont possibles, c'est plutôt la bonne réponse, effectivement. Vous allez voir qu'il y a aussi des choses qui sont de l'ordre du politique. Sur les contrats, pour l'instant, effectivement, ce n'est pas le cas, hein, pour l'instant, pas encore, peut-être. Et puis, la part des coûts de production dans les formules de prix, là aussi, on a essayé d'illustrer, vous allez voir, par des exemples. Ça pose aussi des questions très économiques, de relations entre acteurs et de connexion au marché. Et après, des questions d'éthique qu'on va le voir tout à l'heure. Je vous propose de continuer la présentation. Donc, à quoi sert un coût de production? En fait, on a essayé de distinguer 4 grandes typologies. Vous avez vu qu'on avait réalisé à peu près 140 entretiens. On a beaucoup de filières différentes, beaucoup de cas différents, mais finalement, on a essayé de mettre 4 cases différentes. Vous savez qu'on est souvent ingénieurs là, dans nos professions et comme je le dis souvent lors de mes présentations, les ingénieurs, ça aime bien mettre dans des cases. Et bien là, on a essayé de mettre dans des cases.
Les 4 cases sont les suivantes. Le premier, c'est l'optique performance. Globalement, c'est aussi pour ça qu'on a fait des coûts de production peut-être à la base. C'est pour se comparer par rapport à son voisin, pour se comparer par rapport à des plus performants, par rapport à la moyenne, etc. Donc, je vais regarder quelles sont les performances par rapport à quelque chose. Ce n'est pas en absolu, parce que je vais chercher à m'améliorer par rapport à une référence ou par rapport à quelqu'un sur lequel je peux prendre appui. La deuxième optique, c'est globalement aider à la décision. Ça, pour tout indicateur économique, pour prendre une décision, vous avez besoin d'avoir des indicateurs, du matériau qui sert à la réflexion. Là, notamment, on peut avoir 2 cas précis, hein, c'est le 2 et le 3. J'aide à la décision d'abord parce que je vais simuler un impact externe, par exemple lié au changement climatique, à une crise sanitaire, à des différences de rendement, par exemple, ou des modifications réglementaires. Donc là, ça va me permettre de me projeter et éventuellement de voir de mesurer les impacts, hein, comme on vient de le dire. Ou alors une optique d'aide à la décision avant un investissement dans lequel je vais me projeter. Là, on est plutôt sur les problématiques d'installation. Donc là, je vais avoir des coûts de production et on va passer souvent au prix de revient dans ces cas-là pour voir quelles sont la rentabilité d'une nouvelle production, d'un nouvel atelier. Et là, c'est quelque chose qui est appelé quand même pas mal à se développer. Ou alors le 4e point, qui est souvent là ce qu'on va montrer du doigt quand on va regarder l'OFPM notamment, hein, c'est ce qu'on a mis la politique filière. L'optique politique filière, en gros, on va essayer d'établir une référence sur laquelle on va partager des choses à l'échelle de la filière. Donc, autant vous dire tout de suite, il faut que cette référence soit plutôt solide, parce que derrière, il y a des enjeux économiques très importants. Alors, quand on va un peu plus loin, pourquoi on a fait aussi cette typologie? C'est aussi de se dire, en fonction des objectifs que je poursuis, je ne vais peut-être pas avoir les mêmes méthodes. Ça ne sert à rien d'avoir un échantillon de 2000 personnes si je veux me comparer aux voisins, tout simplement. Par contre, il faut peut-être que la méthode soit un peu robuste. Donc là, je remercie mes collègues de me laisser présenter ce tableau. J'ai 3 heures à peu près, Patrick, hein, c'est ce qu'on a dit sur ce tableau. Je voudrais juste illustrer pour dire, effectivement, en fonction de l'optique, par exemple, on va avoir des indicateurs, quand je dis coût de production, peut-être que je serai un peu moins puriste, c'est-à-dire que quand je suis dans une optique performance, je vais peut-être, par exemple, regarder en grande culture ma marge brute à l'hectare, ou alors en porc, on va avoir des coûts de production hors aliments, voilà, etc. Donc là, on est plutôt sur une optique où on cherche un indicateur entre guillemets assez simple. Je peux avoir une taille d'échantillon qui peut être petite quand je suis en local, mais généralement, je cherche à avoir des indicateurs assez simples, donc on peut avoir une grande taille d'échantillon. Et à contrario, quand je suis sur une optique politique, c'est l'extrême peut-être inverse. Là, je cherche à avoir des coûts de production très robustes. Et donc là, j'ai une taille d'échantillon qui est très importante, hein, avec généralement des choses qui sont diffusées, contrairement à l'optique performance, par exemple, où je suis plutôt en usage privé, voire restreint. Donc, on peut imaginer aussi que les coûts d'obtention de ces indicateurs seront différents. Maintenant, on va illustrer ces indicateurs. Voilà, qu'est-ce qu'il existe dans les différentes filières. On ne va pas être exhaustif parce qu'on a un temps de créneau limité. Et puis, moi, généralement, quand je fais des réunions, je tiens à ce qu'elles se terminent à l'heure. Peut-être qu'on terminera aussi en avance. Donc, Lisa, je te laisse la parole sur la GT Direct. Ouais, donc là je vais vous présenter un outil qui existe en filière porcine et qui utilise des données qu'on appelle de GTE et G3T. Donc c'est quelque chose qui existe en porc. Donc la G3T, c'est la gestion technique des coûts de troupeau de truies, et la GTE, la gestion technico-économique. En fait, c'est des systèmes qui vont fournir des méthodes d'analyse des performances d'élevage et qui vont permettre de produire des références et de disposer d'une base de données technico-économiques sur un grand nombre d'élevages porcins. La plupart donc, des élevages qui possèdent des truies font la G3T, et on a un grand nombre d'exploitations qui font aussi la GTE.
Donc cette collecte, elle repose donc sur les techniciens et les éleveurs, les OP, qui vont recevoir chaque année les données de leurs adhérents et qui vont les transmettre ensuite à l'IFIP, et qui vont les mettre en forme, les analyser, etc. Et donc l'idée, en fait, c'est d'utiliser l'ensemble de ces données-là de performance technique et économique, et donc on les fait rentrer dans ce modèle, ce GT Direct, qui est un outil donc, qui a été construit en 2014 avec le concours financier de France Agrimaire d'ailleurs. Et donc c'est un outil qui existe en ligne, qui est à destination des éleveurs et en particulier donc, de ceux qui remontent leurs données de GTE et de G3T, pour les techniciens également. Donc il y a plusieurs modules, comme là on vous le présente. Le premier module, il sert à consulter finalement ces résultats de GTE tableau de bord. Donc en fait la GTE, ça va fournir un résultat et ça va aller jusqu'à la marge, surcoût alimentaire et renouvellement. Et si l'éleveur va plus loin dans les données qu'il fournit, on va jusqu'au calcul du coût de production. Et donc là, juste sur les données de GTE, G3T, en fait, on lui permet de se comparer à une référence choisie, et aussi de suivre l'évolution donc au fil des ans. Si tu peux passer à la diapo d'après, s'il te plaît. Je voulais juste montrer peut-être là, par exemple, en outil performance, on va regarder beaucoup la marge sur coût alimentaire. Voilà, ouais, effectivement, en fait, c'est production globale, quoi. C'est ça, en fait, ce que je disais en GTE. La plupart des éleveurs ne vont pas jusqu'au la GTE, ce qu'on appelle tableau de bord, et qui va jusqu'au coût de production. Généralement, ils s'arrêtent à la marge sur coût alimentaire et renouvellement. Et donc, c'est pour ça que c'est un indicateur qu'on regarde beaucoup ici. Et donc là, elle est exprimée par truie présente et par an. Donc il y a une autre partie de ce système qui permet aussi d'analyser ces résultats par rapport à la référence choisie. Donc vous avez ici un arbre d'analyse qui permet d'identifier les points forts et les points faibles de l'élevage. En vert, c'est quand on se trouve entre la moyenne et les 20% supérieurs. En vert foncé, quand on est dans les 20% meilleurs. Et donc en rouge, quand c'est plutôt nos points faibles. Et donc, il y a aussi des mises à disposition des éleveurs et de leurs techniciens, des fiches techniques qui vont lister les différents facteurs de variation du critère qui est sélectionné pour essayer de résoudre le problème. Un autre module encore qui permet de prévoir ces résultats à partir de son dernier bilan de GTE et puis des prévisions qui ont été faites sur le prix du porc notamment et le prix de l'aliment. Donc on peut aller jusqu'à fournir une marge prévisionnelle sur 2 ou 4 trimestres selon, et voir un coût de revient et un prix de fonctionnement. Et puis donc il y a un autre module qui existe pour ceux qui n'ont pas rempli la GTE tableau de bord, qui n'ont pas réalisé, donc c'est GTE+, où là on va compléter les données de GTE par des données, des documents, par des informations comptables fournies par l'éleveur. Et donc on va permettre à l'éleveur de calculer son coût de production. Voilà. Et vous l'avez vu, Lisa dit coût de production, il y a marqué coût de revient. Oui, parce que nous, en porc, oui, j'ai oublié de vous le préciser. Effectivement, nous, en porc, on ne parle pas de coût de production, on parle de coût de revient. Finalement, c'est assez similaire parce qu'il y a très peu d'aide en porc, donc on considère que c'est la même chose. Donc, moi, j'ai l'habitude de parler de coût de revient, effectivement. C'était pas pour te piéger, c'était juste pour montrer l'illustration qu'on est sur quand même des choses assez complexes. Et donc aujourd'hui, GT Direct, oui, il peut également avertir l'éleveur en direct en cas d'anomalie dans l'élevage. Donc c'est une interface qui est assez simple, assez facile d'utilisation pour l'éleveur et pour le technicien pour améliorer ses performances, analyser son exploitation, etc. Avec une possibilité aussi à terme de proposer aux OP, donc de permettre aux OP de disposer des portefeuilles de tous leurs adhérents afin d'analyser l'ensemble des résultats de l'OP, de permettre aux éleveurs de se comparer entre eux, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un système qui est assez peu adopté par les éleveurs, pour plusieurs raisons. Le fait qu'il y a déjà des services équivalents qui peuvent exister et qui sont proposés parfois par les centres de gestion ou même par les OP. Parce que la saisie des données comptables dans GTE+, ça peut être un peu fastidieuse aussi, et puis peut-être aussi parce que l'outil manque de visibilité. Mais c'est vraiment un outil qui peut permettre d'apporter des services divers aux éleveurs et aux techniciens. Il est gratuit, mais par contre, il impose que les éleveurs aient à minima une G3T et ou une GTE.
Alors, et quelques autres outils, outre les services de GT Direct, il y a une diversification des outils, des services d'évaluation et d'aide à la décision qui arrivent donc en complément de la GTE et qui peuvent renforcer l'attractivité. Là, je vous en ai mis quelques-uns. On peut citer BIP, qui est un outil qui est à destination des éleveurs et de leurs conseillers pour objectiver le bien-être de leurs animaux, à la fois sur le logement, le comportement des animaux, la santé, l'alimentation. On a GIP, qui sert pour la gestion environnementale pour les éleveurs, qui mobilise aussi les données GTE. Et puis GVET, pour la gestion des traitements vétérinaires. Voilà. C'est juste pour montrer, on trouvait que c'était intéressant d'illustrer, effectivement, vous voyez, quand on parle de coûts de production et mise à disposition et contribution, à la fois les limites, hein, comme disait Lisa, à un moment donné, c'est difficile de rentrer toutes les données comptables, donc on va se poser des questions de la disponibilité de la donnée. À la fois, on a quand même des choses très précises parce qu'on est sur des productions finalement assez standardisées, hein, contrairement peut-être à ce qu'on va avoir en ruminant. Et puis le troisième point que moi je trouvais personnellement intéressant, c'est de montrer ces interfaces finalement orientées utilisateurs. Je suis désolé de faire de la pub pour par exemple Amazon. Pourquoi Amazon est performant au-delà de son système de livraison, c'est qu'ils ont des interfaces vraiment pensées utilisateurs. Et donc, on doit toujours se poser la question, ce coût de production, à qui il va servir, comment on va l'utiliser, comment on va le diffuser. Et là, je trouve que c'était intéressant de montrer qu'il y a quand même des choses assez ergonomiques qui existent et assez lisibles parce que ça va renforcer aussi l'adhésion des exploitants agricoles à participer à ce réseau de référence. Si je peux, il y a deux questions pour Lisa. Oui, par rapport au coût de revient incluant la main-d'œuvre ou pas? Oui, le coût de revient inclut la main-d'œuvre salariée et familiale. Et concernant GT Direct, il est gratuit pour les éleveurs. Oui, alors il a été réalisé, développé par l'IFIP avec le concours financier de France Agrimer. Je ne sais pas exactement quelle a été la clé de répartition, si l'IFIP a participé également au financement. Effectivement, les éleveurs payent pour avoir leur GTE et leur G3T. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà. OK. Alors, autre outil qui est disponible en ligne. Là, on change complètement de production puisqu'on est en végétal. Donc là, on va vous présenter deux outils. D'abord, c'est un outil qui permet de rentrer toutes les données à l'échelle d'une exploitation viticole. Donc, ça a été développé par l'IFV, ça s'appelle Viticool. C'est en ligne, effectivement. Il y a deux versions, une version simplifiée, une version un peu plus aboutie. Donc là, ça permet finalement de trouver, en fonction de l'ensemble des données qu'on va saisir, et également les modes d'exploitation, des coûts de production au col, des coûts de production au litre, etc. Donc là aussi, c'est un outil qui est gratuit. On peut passer aussi en version complète. Donc l'avantage de cet outil sur lequel vous pouvez aller, hein, c'est disponible entre guillemets au grand public, c'est que c'est facilement accessible. Après, la difficulté quand on a interrogé effectivement l'IFV, c'est que ils avaient essayé de mettre en place effectivement une collecte de données. Ils sont vite aperçus que c'était extrêmement difficile parce que là, la collecte de données n'est pas standardisée ou vérifiée, homogénéisée. Donc, c'est un outil qui ne peut servir qu'à un usage individuel. Il existe aussi dans le vin des autres outils, hein, comme le référentiel économique vigneron. Donc là, on n'est pas sur une logique d'échantillon très, très large, on est sur une logique plutôt de cas types, représentatifs d'un bassin de production, avec également des hypothèses qui sont variables par bassin. Donc là aussi, on a quand même une hétérogénéité qui existe à ce niveau-là. Les règles ne sont pas forcément les mêmes par sous-région. Avec aussi, et ça a été développé aussi dans d'autres filières, la notion de création de valeur, en fait, ça fait appel aussi à une marge de sécurité par rapport aux besoins demain de sécurisation, par rapport aux variabilités qu'on peut avoir au niveau du changement climatique, le coût de la transition agroécologique, etc. Donc là, on a deux outils à la fois
de comprendre ce qu'il y a au niveau de l'échelle d'exploitation et là, sur un cas type, qui montre aussi l'hétérogénéité qu'on peut avoir d'un bassin à l'autre. Yannick, je te laisse la main sur oui. On aurait pu faire un quiz sur qui arrive à reconnaître les cultures, mais on ne l'a pas fait. J'espère que tu ne t'es pas trompé sur le choix des photos. Je me suis peut-être trompé. Je n'ai pas vérifié. Moi, l'illustration dont je vais vous parler est beaucoup moins aboutie que de ce dont ont parlé Lisa et Bertrand précédemment. En fait, c'est plutôt pour mettre en avant un projet qui est initié depuis 2017 dans le sud-ouest et plus particulièrement dans la région Occitanie, un projet qui s'appelle FILEG, dont l'objectif est de développer et structurer le développement d'une filière légumineuse à graines. Et donc, justement, France Agribert nous avait interrogé un petit peu sur le fait de savoir est-ce qu'il existait des références sur des nouvelles ou petites productions en termes de coûts de production. Et donc, en contactant mes collègues de Terre Innovia, ils m'ont parlé de ce projet qui paraît assez intéressant. Donc, effectivement, FILEG, un projet multipartenarial qui comprend tous les maillons, on va dire, de ces filières, en partant de la recherche jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant bien sûr par l'État, en passant par les producteurs, les organismes stockeurs. Et donc, parmi les différents objectifs de ce projet, il y a effectivement l'idée de mettre en place un référentiel économique sur les légumineuses à graines. Alors là, on va en parler aussi un petit peu plus après. En termes d'indicateurs économiques, on va voir qu'à aujourd'hui, ils ne sont pas complètement en mesure de pouvoir parler d'un coût de production tel qu'on l'a défini au début du webinaire. Mais malgré tout, ils sont en train de mettre, on va dire, les différentes composantes de ce fameux coût de production, les unes après les autres, et au fur et à mesure que, on va dire, ces productions vont pouvoir se développer, que les données vont être plus nombreuses et accessibles, ils vont essayer de effectivement mettre en place un coût de production. Si tu peux passer à la diapo suivante. Donc, effectivement, pour le moment, leurs travaux, c'est de mettre en place une méthode avec, on va dire, les éléments dont ils peuvent disposer aujourd'hui. Et ce qu'ils souhaitent faire, en fait, c'est de travailler en fait, à partir d'un itinéraire type. Bon, vu qu'on est sur des productions pour le moment peu ou pas développées, effectivement, très peu de données sur le terrain, très dispersé et donc difficile d'analyser. Donc l'idée, c'est de construire des itinéraires types par légumineuse en tenant compte donc, des itinéraires techniques spécifiques pour chacune d'elles et en tenant compte aussi, bien évidemment, des coûts de mécanisation utilisés pour chacune de ces légumineuses. Alors, ces itinéraires types vont être décrits à la fois à dire d'experts et enrichis également au fur et à mesure par des enquêtes qui pourront être pratiquées sur le terrain. Et les coûts de mécanisation, par contre, eux, seront évalués à partir de référentiels type ce qu'on peut retrouver dans les CUMA ou les barèmes d'entraide type APCA. Donc, on parlera plus d'indicateurs économiques que de coûts de production. Indicateurs économiques donc, qui vont être calculés, ça sera donc toute la partie charge courante, charge d'appro, donc semences ferti, protection phytosanitaire, une partie des frais fixes avec la mécanisation main-d'œuvre et d'autres indicateurs, notamment donc prix de vente, rendement, qui sont aussi des indicateurs importants lorsqu'on veut développer une nouvelle filière, à la fois pour les producteurs, mais également pour les transformateurs, les industriels qui travaillent derrière. Et donc, dans ces indicateurs-là, encore, on ne parle pas donc de rémunération du foncier, de rémunération des capitaux et également d'aide PAC qui, pour certaines d'entre elles, existent. Mais donc, ce sera des indicateurs qui viendront par la suite.
Les enjeux, c'est effectivement de pouvoir enrichir dans le temps ces nouveaux indicateurs et donc d'arriver jusqu'au coût de production pour qu'ils puissent être utilisés par tous les acteurs de la filière. Et c'est également l'enjeu, c'est de pouvoir être capable de construire des outils ou des modèles qui permettent de remonter des informations fiables rapidement, car on le verra, c'est une des limites, on va dire, de l'utilisation de l'indicateur coût de production, c'est la remontée d'informations rapide et fiable. En termes de limites, à aujourd'hui, sur le projet, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? C'est qu'effectivement, on travaille sur un itinéraire technique à dire d'experts principalement, et donc souvent, on est sur des itinéraires qui sont optimisés par rapport à ce qu'on retrouve sur la pratique agriculteur. Mais je dirais que déjà, de préciser ce fait-là, ben, ça permet d'en avoir une analyse un peu plus pertinente. Effectivement, quand on travaille avec un itinéraire technique type, on ne prend pas en compte la diversité du terrain. Donc, en termes de représentativité, c'est vrai qu'on est moins solide en termes d'analyse. Et aujourd'hui, bien sûr, la grosse limite, c'est la difficulté à collecter des données qui soient représentatives sur le terrain, vu qu'on a des productions qui sont vraiment peu développées, avec peu de producteurs et des surfaces sur les exploitations qui sont également relativement faibles. Donc voilà un petit peu les points qui sont à améliorer. Voilà, on voit bien, Yannick, que globalement, on a des enjeux importants quand on parle de plan protéines, etc. et que parfois, il n'est pas facile d'avoir ces indicateurs. Et donc, on est sur parfois des indicateurs, entre guillemets, un peu dégradés en termes de qualité, mais comme on l'avait mis dans une des réponses, on fait avec ce qu'on a. Voilà. C'est un peu, je dirais, le maître mot sur ce cas-là, mais c'est ce cas-là, mais c'est vrai pour beaucoup, on va dire, soit de production orpheline ou avec peu d'éléments, quoi. Ok. Autre illustration, on a 5 illustrations, puis après on passera effectivement aux freins et aux leviers. Là, on est sur des indicateurs, on l'a vu tout à l'heure, pour mesurer, pour simuler, pour aider à l'investissement. Là, on peut parler d'indicateurs de politique filière. Donc là, c'est l'exemple des coûts de production pour le CNIEL. Donc ça fait suite effectivement aux travaux et à la stratégie de filière qui avait été présentée après les EGalim 1. Où la filière avait eu la volonté de disposer d'indicateurs qui soient partagés, validés, et notamment pour servir sur les négociations. Donc, ça servait également à avoir un indicateur de tableau de bord pour suivre le plan filière, notamment par rapport à des objectifs de rémunération des producteurs. Donc là, il y a une démarche assez structurante, assez imposante qui a été réalisée avec 3 lots successifs. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. La méthode d'Institut de l'élevage a été retenue, et puis le concours du CER France également, pour avoir un maximum d'exploitation, sachant qu'il y a globalement différentes typologies qui ont été définies, d'exploitation de plaine, de montagne, etc. Ils ont réussi à réunir un échantillon de 2500 exploitations, ce qui a permis d'avoir des indicateurs assez solides, avec effectivement aussi, par contre, la problématique du temps de remontée et de traitement que cela nécessite. Donc, ça veut dire que en fin d'année N, on a les résultats du millésime de l'année N-1. Parce qu'effectivement, ils font consolider tous les différents indicateurs dont on a parlé. Ça nécessite d'avoir les résultats comptables des 2500 exploitations agricoles. Par contre, effectivement, c'est un indicateur qui est partagé, qui permet quand même d'avoir des indicateurs robustes. Mais on le note, est-ce que là, c'est quelque chose qui a été financé par le CNIEL? Est-ce que globalement, toutes les filières seraient en capacité de faire ça? Ça nécessite un investissement important. Donc, vous voyez, effectivement, pour des problèmes de taille d'échantillon, sur les premières données qui étaient sorties, il n'y avait pas l'aspect litre biologique de lait bio.
Donc là, depuis, ils ont sorti des valeurs. Mais on voit que pour arriver effectivement à sortir un indicateur qui soit reconnu par la filière, ça nécessite quand même là un échantillon, vous voyez, de 2500 exploitations avec un temps de traitement qui est assez important. Voilà. Et dernière illustration qui est à la fois liée à des indicateurs un peu consolidés et puis d'aide à la décision. Yannick, tu veux présenter Oui. les deux benchmarks? Effectivement, je suis ingénieur, mais des fois, les carrés, j'aime bien sortir un petit peu des cases. D'accord. Donc, c'est pour ça que, pour moi, effectivement, les observatoires internationaux, notamment ce qu'on peut être amené à utiliser, sont à la fois un peu optique performance et aide à la décision politique filière. Donc, le premier exemple, c'est le réseau AgriBenchmark, qui est en fait un réseau d'économistes internationaux qui est géré par le Thunen Institute en Allemagne, à Braunschweig. C'est un réseau donc indépendant qui a une vingtaine d'années d'expérience et qui travaille sur 6 grandes productions, donc bovins, ovins, porcins, aquacoles et horticoles, et également, bien sûr, les grandes cultures, vu que je vous en parle. Donc, ce réseau, l'intérêt, c'est qu'ils mettent en place une méthode standardisée, même si à la fin, je vais un petit peu la critiquer, une méthode standardisée avec une approche ferme-type qui permet malgré tout de commencer à faire des comparaisons entre pays. Alors, ils ont des objectifs, enfin, on a des objectifs vu qu'on en fait partie. C'est notamment donc d'identifier, analyser, comprendre les leviers et les voies de développement futures pour les différents pays producteurs donc des différents produits. C'est également d'analyser l'impact d'évolutions techniques, économiques, politiques sur les exploitations de chacun de ces pays. Et également, c'est de fournir des informations pertinentes à certains de leurs clients. Donc, parce qu'en fait, le réseau travaille en interne avec un partage d'informations entre les différents pays qui participent, mais également livre des prestations à des organismes internationaux, que ce soit l'OCDE, la FAO. Il travaille également aussi assez souvent avec la Commission européenne, voire avec des entreprises privées telles que Bayer, John Deere, qui souhaitent avoir, on va dire, des informations globales sur les différents pays, les différents grands pays producteurs agricoles. Au niveau des réalisations de ces réseaux, donc on partage des informations entre pays sur à la fois des indicateurs techniques et économiques, notamment le coût de production, mais on partage aussi des informations sur les résultats des exploitations agricoles. On mène des études de compétitivité filière, notamment en essayant d'évaluer certains changements de pratiques principalement. Et ils fournissent aussi des bases de données sur les marchés, offre, demande, échange, prix, des choses relativement communes. Alors, les limites à prendre en compte, effectivement, quand on utilise ces observatoires, enfin, ce type d'observatoire, c'est malgré tout la variabilité de l'expertise. Ils ont eu le mérite de mettre en place un cahier des charges, une méthode standardisée par approche de ferme-type. Malgré tout, on se rend compte, en étant à l'intérieur et en utilisant et en échangeant avec les différents pays, que ce cahier des charges peut être lu et appréhendé de différentes façons selon l'expert qui prend en charge pour chacun des pays ces résultats-là. Et c'est la raison pour laquelle Arvalis, on mène également un réseau international, donc que l'on appelle tout simplement la Fermothèque internationale Arvalis. Donc, on a essayé, enfin, par ce réseau, on essaye un petit peu de remédier, on va dire, aux limites d'AgriBenchmark. Alors, notamment en définissant de manière un peu plus forte le choix de nos fermes types. Donc, nous, on travaille effectivement que sur des fermes types performantes. Par contre, on réduit un petit peu le champ d'action. On ne travaille que chez nos concurrents, notamment en blé et en maïs.
Et on travaille à partir d'enquêtes sur le terrain et d'interviews d'agriculteurs. Donc l'idée, compte tenu de la maison où on travaille, c'est d'avoir une entrée agronomique pour avoir une sortie économique. Donc on a à la fois des indicateurs techniques et économiques, on va dire, chose qu'il est parfois un peu plus compliqué d'avoir avec le réseau AgriBenchmark, notamment d'un point de vue technique. Et aussi le fait d'avoir ce réseau en interne Arvalis, on va dire que la méthode est davantage harmonisée vu qu'on n'est qu'une ou deux personnes avec une culture commune sur le coût de production qui travaillons sur les différents pays. Et donc, on va dire il y a moins de biais méthodologiques concernant l'approche du coût de production. Et donc, nos livrables, on va dire, c'est le type de graphique que l'on peut avoir là, un exemple, c'est-à-dire donc des coûts de production par pays avec des niveaux de rendement, des niveaux de variabilité en fonction du rendement et également des niveaux de prix de vente. Et compte tenu que l'on dispose de beaucoup d'informations sur la structure, la technique des exploitations, on peut également on peut faire ressortir des éléments clés sur la compétitivité des différents pays entre eux sur ces exploitations dites performantes. Et Yannick, est-ce que tu peux juste nous préciser par curiosité quel a été le niveau de rémunération choisi pour les exploitants agricoles? Donc, lorsqu'on travaille sur, comment ça s'appelle, sur la ferme type d'AgriBenchmark, on nous demande de travailler sur un opportunity cost, donc remplacé par, aujourd'hui le chef d'exploitation par qui il pourrait être remplacé. Donc nous on est parti sur un équivalent ingénieur sur AgriBenchmark. Après sur les fermes type en internationaux dans notre fermothèque, on travaille toujours avec, et quels que soient les pays, avec la rémunération d'un chauffeur de tracteur expérimenté. D'accord. Et on est bien d'accord que sur AgriBenchmark, en fonction des pays, les salaires d'opportunité sont différents d'un pays à l'autre. Hein. Automatiquement. D'accord. Okay. Alors c'est juste pour préciser, parce que j'aime bien faire les questions-réponses, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. Ok, et puis pour terminer sur le rôle, hein, vous voyez qu'en fonction du rôle, je vais prendre des options méthodologiques différentes, je le rappelle. Ce qu'on sent monter, et on a interrogé les acteurs économiques, finalement, est-ce que comment vous servez des coûts de production, hein, notamment pour des acteurs économiques qui sont engagés de manière un peu historique dans certaines filières. On voit qu'il y a des démarches, Lisa reviendra tout de suite sur notamment les signes officiels de qualité, où il y a certaines démarches qui intègrent le coût de production. Après, on a des démarches plus récentes, notamment suite aux états généraux de l'alimentation, ou liées aussi parfois à la politique RSE de l'entreprise, ou parfois aussi pour des objectifs très, entre guillemets, cyniques. J'ai intérêt à ce que l'agriculteur gagne un minimum d'argent pour avoir des fournisseurs demain. Si je suis très, très cynique. En gros, il y a aussi la volonté de sauvegarder la filière parfois pour intégrer ses coûts de production. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans la plupart des contrats qui sont observés, quand on parle de coûts de production ou en tout cas, le prix de reprise qui est dans ces contrats n'est jamais, ou très très rarement, vraiment sur des volumes très 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 limités, voire marginaux, indexés à 100% sur le prix de revient. On a un jeu assez subtil en fonction des productions, de connexion avec la variable marché ou la variable également d'autres coûts quand on parle des indices liés au prix de l'énergie, par exemple, ou au salaire. On voit que là aussi, il y a des jeux de subtilité. On va le voir après sur les limites. Lisa, tu peux nous parler peut-être des signes officiels de qualité? Juste nuancer, alors effectivement, les signes officiels de qualité, notamment en porc, c'est une très faible part de la production, mais on retrouve pour le coup dans les contrats une indexation qui peut aller jusqu'à 100%, notamment sur le bio,
Donc l'éleveur est payé à 100% ou voire à 80% à son coût de production. Et ça s'explique notamment parce que le bio donc, a un coût de production qui est extrêmement plus important que ce qu'on peut avoir en conventionnel. Et donc, on a une déconnexion parfaite du prix au cadran qui est sur le marché conventionnel. Voilà. Et quand on interroge les différents acteurs qui ont mis ces démarches en place, ce qui ressort, c'est que parfois, dans les limites, il est difficile d'avoir des indicateurs représentatifs et que parfois, quand on regarde le niveau national, ça ne nous suffit pas. Donc, on construit parfois nous-mêmes nos propres indicateurs. Ça dépend vraiment des filières dont on parle. La question aussi de fixer le coût ou le niveau de rémunération du travail de l'agriculteur. Là, c'est effectivement éminemment touchy, donc vous le comprenez bien. On a certains exemples où il nous disait, voilà, au départ, on a un indicateur national qui était plutôt à 2 SMIC net, on l'a descendu à 1,6 SMIC parce qu'on estime que c'est le bon niveau. Donc là, il y a une question de négociation. Il y a des problématiques également de changement culturel sur les aspects contractualisation. Peut-être que les choses vont peut-être évoluer plus rapidement que prévu. Et également la problématique aussi finalement de déconnexion partielle ou totale par rapport au marché. Comment j'arrive à cette déconnexion, à la valoriser jusqu'au distributeur final, qui va dire à un moment donné, attendez, toutes choses étant égales par ailleurs, les choses sont en train d'évoluer au niveau du marché, donc il faut en tenir compte, parce que c'est lié à des problématiques de concurrence. Et au final, se pose la question de qui paye et comment on assure la variabilité de ces coûts de production. Donc ça, c'est des points qui sont très, très émergents. Parfois, on arrive à les faire sauter quand le distributeur est à l'origine du contrat, notamment tripartite. Donc là, ça pose moins de soucis. Mais en règle générale, on n'est pas 100% sur le prix de revient. Mais en tout cas, c'est des questions qui sont émergentes et sur lesquelles on n'a pas encore de réponse toute faite. Et puis, justement, en parlant d'émergence, on reste sur l'utilité du coût de production. Ce qu'on est en train de voir, et on en reparlera tout à la fin dans quelques minutes, c'est que globalement, on a des enjeux qui montent en puissance. Pour parler de plus en plus d'indicateurs de coût de production. Pourquoi? Parce que ça permettra peut-être de sécuriser des volumes de production à terme. À l'heure actuelle, on a 50% des exploitations agricoles qui vont être en phase de renouvellement dans 15 ans, donc il y a des enjeux importants. On a des filières qui sont parfois en phase de décapitalisation. Donc là, prendre en compte la rémunération de l'exploitant, ça devient essentiel. Et puis, on a aussi des changements de pratiques qu'il faut aussi intégrer. Donc, qu'est-ce que ces changements de pratiques par rapport aux demandes sociétales, climatico-économiques vont induire en termes de surcoût? Donc, tout ça est lié à la sécurisation du revenu et globalement va plutôt dans le sens, quelque part, de mettre en place des indicateurs de coût de production. Mais tout ça, effectivement, pose la question de si on mutualise le risque par rapport à la sécurisation de revenus, qui va le prendre en charge? Et des questions aussi se posent sur justement cette sécurisation du revenu, qui paye. Est-ce que c'est des mécanismes assurantiels? Est-ce que c'est des démarches globalement privées? On va le voir tout à l'heure, il y a des mécanismes publics qui existent. Et aussi, quel niveau de rémunération on va mettre? Moi, je sais que c'est des questions qui peuvent être assez perturbantes sur le plan personnel. Imaginons que demain, Patrick Hegra me passe un contrat en me disant « T'es gentil Bertrand, mais cette année, tu vas être à un SMIC. » Bon, je vais lui dire « T'es gentil Patrick, c'est pas ce qui était convenu. » Mais on voit bien que ce niveau de rémunération, par rapport à une moyenne, bien sûr, c'est hautement touchy. Je vous propose de passer assez vite sur les limites, parce qu'on va essayer de se dire plutôt comment on les repousse. Les limites, on les a déjà quand même pas mal abordées précédemment, on les voit bien. Donc, les trois grands... On a des freins d'abord techniques et méthodologiques. On l'a dit tout de suite, la taille des échantillons, notamment quand on est sur des filières un peu émergentes ou segmentées. Du coup, ça a une incidence sur le temps de collecte et aussi de nettoyage des données. Ça, c'est un point important.
parce que ça peut rendre finalement le coût d'élaboration d'indicateurs complètement rédhibitoire. Et puis, on le voit bien, la complexité des calculs, parce qu'un coût de production, ce n'est pas juste une petite marge à calculer au coin d'un bout de papier. Vous voyez qu'avant d'arriver au coût de production total, il y a quand même un certain nombre de précautions à prendre. Donc, on voit bien qu'on a des dispositifs nationaux où on a plusieurs milliers d'exploitations et parfois, des tailles d'échantillons, on fait avec, on a 20 à 30 individus. Voilà, et il faut faire avec. Mais en tout cas, c'est mieux que pas du tout d'indicateurs. Donc, ces freins-là, on va voir comment on peut les passer. Il y a aussi des freins liés à des questions plus peut-être politiques et également économiques pour certains acteurs, notamment dans des filières courtes où globalement on a peu de transformation. Quand vous parlez de coûts de production agricole, finalement, ça va donner beaucoup de biscuits à la partie acheteuse. Donc là, ça devient plus difficile. Parfois, il y a des problématiques de concurrence entre organisations de producteurs qui font qu'on a une limitation à la diffusion des informations, à la participation à ce genre de dispositif. Voilà. Et on voit bien qu'entre une diffusion gratuite et un usage interne, on a des problématiques parfois d'accès à ces données, forcément, qui peuvent être observées. Et ce qu'on met en bas, voilà, il y a aussi la possibilité pour certains acteurs de travailler plutôt en indice plutôt qu'en valeur absolue. C'est une stratégie de contournement qui sert à la fois, c'était une des questions qu'on avait, à la fois pour gommer peut-être un coût en euros par tête, etc. Et après se pose la question effectivement de la valeur absolue de référence. Mais aussi avoir aussi une évolution, parce que quand on a des indices, ça mesure quand même des évolutions. Lisa, si tu veux compléter sur les freins liés spécifiquement aux filières cynophiles de qualité. Ouais, alors on a plusieurs freins donc, qui existent, notamment, donc là on retrouve un peu ce qu'on avait pour les conventionnels, mais sur la taille des échantillons et de la représentativité, avec des spécificités qui sont liées soit à la limitation géographique du SICO, aussi à la diversité des systèmes en bio notamment, qui explique une diversité encore plus grande de coûts de production, et enfin une diversification qui peut être encore plus importante. On a aussi des freins au niveau du partage des données, notamment donc, on a la filière fruits et légumes en SICO, où finalement on a un nombre réduit d'OP ou de coopératives qui vont être impliquées dans l'ODG, avec certaines ODG qui ne sont composées que d'une ou deux structures, et donc là on a un coût de production qui peut être perçu vraiment comme une information qui est trop sensible, trop stratégique pour être partagée. Enfin, on retrouve également dans certaines filières en SICO une valorisation des produits qui est assez supérieure au coût de production, et donc pas forcément d'intérêt à communiquer, pas de besoin d'avoir des références parce que le produit est suffisamment bien valorisé. Alors, il y a plusieurs leviers qui existent pour essayer de favoriser cette mise en place ou le déploiement de ces indicateurs. Ça peut passer par la massification de la collecte, le fait de favoriser aussi les synergies entre les différentes structures, l'harmonisation des méthodes de calcul pour permettre d'avoir des échantillons un peu plus grands, l'utilisation des cas-types aussi, voire des comparaisons par rapport à ce qui se passe en conventionnel, si c'est envisageable et si c'est possible. Voilà. Il y a Michel Carrère qui voulait préciser aussi, je parle pour lui parce qu'on lui a coupé le micro, que voilà, il faisait la remarque que pour les produits sous SICO très segmentés, les coûts de production peuvent être assez éloignés du prix de marché. Donc c'est un peu délicat parfois de les diffuser largement, et donc on les utilise comme indicateur interne. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et il y avait une question aussi j'en profite pendant que j'ai la parole, Lisa, de Marie Largeau qui disait y a-t-il un outil de calcul pour les fruits et légumes? Malheureusement, je crois qu'on n'en a pas trop recensé. Au niveau de cette filière qui est relativement courte, on est sur des données assez sensibles, avec aussi la difficulté d'avoir des échantillons robustes. Donc ça, c'est pour l'observation. Et l'outil de calcul, a priori, on n'a pas quelque chose d'équivalent à ce qui se passe dans le vin ou dans le Coproduit. Voilà. Et donc au niveau des idées qu'on a pu relever
au travers de notre étude. On peut citer donc en filière ruminant Serre France avec Synergie Sud-Est qui mutualise la collecte et l'ensemble des méthodes à l'échelle régionale et jusqu'au département limitrophe. Et donc qui mettent en place des coûts de production selon le mode de valorisation. Est-ce que c'est du bio, est-ce que c'est de l'IGP, est-ce que c'est de l'AOP, reblochon, comté, etc. En port, on peut citer Biosim, qui en fait a pour but de fournir des référentiels de coûts aux techniciens pour les installations, parce qu'actuellement, il n'y a aucune référence disponible pour les éleveurs qui souhaitent s'installer, pour les techniciens. Et donc, l'objectif, ça a été de mettre en place cette méthodologie pour analyser les projets d'installation, de conversion, etc., avec la construction d'un référentiel technico-économique qui reprend les principaux postes de charge. Ça, c'est réalisé grâce à des enquêtes, et ensuite des référentiels qui vont être construits et utilisés pour alimenter un outil qui existe déjà, qui s'appelle Porsim, et qui permet en fait d'évaluer économiquement et financièrement les projets. Donc voilà ce qu'on peut citer en port. Et en grande culture, peut-être Yannick précisera, mais on a Serre France Centre Alliance aussi, qui ont développé une méthode, qui souhaitent... Ouais, vas-y. En fait, on n'est pas sous les filières SICO, par contre, on est sur les filières, on va dire, grande culture, où ils sortent de manière automatique un coût de production grande culture sur leurs exploitations, on va dire, spécialisées grande culture. Alors certes, avec quelques limites, on va dire, méthodologiques, compte tenu de l'origine de leurs données, qui sont des données comptables, mais malgré tout, qui a l'intérêt de pouvoir sortir. Alors peut-être un indice, c'est qu'il ne faut pas obligatoirement prendre en valeur absolue, mais du moins un indice, et qui permet de suivre un petit peu l'évolution, et qui doit permettre aussi de positionner les producteurs par rapport à leur environnement, par rapport à ces notions de coût de production. Ok. D'autres leviers, donc on le voit, on va passer assez rapidement parce qu'il y a des choses par rapport à la data qu'on voulait vous présenter. Il y a là aussi la valorisation en commun de données qui viennent de plusieurs sources. Ça, c'est effectivement l'intérêt d'avoir des échantillons consolidés. Il y a le deuxième point pour nous qui est très important, c'est aussi susciter l'intérêt des contributeurs de données, c'est-à-dire les producteurs, et aussi qui seront aussi utilisateurs de ces données. Et ça, c'est très important, comme on l'a vu, pour se placer dans une logique utilisateur. Quand je contribue à une étude, j'attends aussi un retour. Il y a un arbitrage temps du producteur qui est de plus en plus important, comme nous tous. Et donc, si on ne suscite pas l'intérêt, ça sera de plus en plus difficile d'aller chercher des données. Et puis aussi, la mise en commun d'échantillons, c'est des points importants. Donc, vous voyez, ça nécessite quand même de créer de plus en plus de passerelles entre les structures. Alors, un autre levier donc, qui se trouve aussi dans l'optimisation de la collecte et puis dans le nettoyage des données. Alors là, pareil, on a plusieurs initiatives qui ont été recensées, notamment le projet DREAM qui a été mené par l'IFIP et qui en fait utilise un peu la réalité augmentée pour améliorer cette collecte. En fait, on a un boîtier connecté qui est équipé d'un casque audio qui permet à l'éleveur d'interagir directement avec la base de données G3T dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il va enregistrer de nouvelles données par la voix, il va pouvoir consulter ces données par retour auditif. On a également l'automatisation de l'alimentation via ce qu'on appelle les DAC, les distributeurs automatiques de concentrés, qui est un moyen d'obtenir des informations de manière quotidienne sur l'alimentation des animaux, sur leur croissance. Et donc, ces données peuvent être remontées en temps réel dans un suivi de type donc GTE, dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi. Donc, la réalité augmentée, les capteurs, et puis des logiciels de reconnaissance qui existent, des données des factures automatiques. On a également des systèmes qui permettent l'automatisation du nettoyage et du tri, avec ce qui se fait donc, au niveau du Serre France, c'est des logiciels qui permettent automatiquement de récupérer des données dans l'ensemble des données de leurs adhérents, des robots de tri aussi, et puis d'autres initiatives aussi qui se créent ou qui existent pour interconnecter les données entre plusieurs utilisateurs ou plusieurs services, avec des échanges et qui évite aussi la double, voire la triple saisie des informations qui peut être très lourde. On a donc le logiciel BigFarmNet
qui permet à l'éleveur d'avoir un seul et même logiciel pour remplir et analyser l'ensemble des données de son élevage, avec un contrôle à distance qui est possible. Le projet Porlink, notamment, qui vise à créer une plateforme d'échange de l'ensemble des données de l'élevage. Le projet Domopig aussi, il y a pas mal d'initiatives qui existent et c'est en train de se développer. Il y a des startups aussi qui se développent, donc comme le bureau de l'entrepreneur aussi, qui se sont mis sur ce créneau et qui proposent différents indicateurs de pilotage aux agriculteurs et dont les coûts de production. Voilà, et ça pose effectivement après tout de suite, parce que c'est une des questions de France Agrimaire, entre autres de Patrick et de ses équipes à la base, de dire bon, allez, écoutez, vous êtes bien gentils avec vos méthodes très robustes, mais qui demandent une batterie de techniciens, etc. Est-ce qu'avec les nouveaux outils numériques, il y a peut-être des choses qui vont évoluer? Donc, effectivement, il y a des choses qui évoluent, on le voit. Après, ça pose des questions consubstantielles. Il y a les RGPD, la valeur des données, parce qu'on est la data, c'est un pétrole de demain. Je rappelle que vous avez des grandes surfaces, Carrefour, qui a Carrefour Links, qui vend maintenant ces données aux différents opérateurs. Il le faisait avant, mais maintenant, il y a un outil pour le faire. Donc, on est vraiment sur ce schéma-là. Et puis, demain, il y a aussi la question de la privatisation de la donnée qu'on mettra au débat tout à la fin. Yannick, justement, sur ces questions de privatisation de la donnée, disponibilité de la donnée, toi, tu avais interrogé Happy Agro. Oui, effectivement, on s'était posé la question donc, de l'intérêt justement d'entreprises de type AgData Hub, Happy Agro, de voir ce que ça pourrait apporter dans nos problématiques de calcul de production et de collecte de données. Donc effectivement, AgData Hub, c'est une entreprise toute récente qui a été créée fin 2019, qui est une émanation en fait d'Happy Agro qui, elle, avait vu le jour 3 ou 4 ans avant. C'est une entreprise dont les actionnaires sont notamment les instituts via l'ACTA, également la PCA, la FNSEA, le GVS et des structures privées qui sont souvent des prestataires dans le monde de la data. Donc, AgData Hub, l'objectif, c'est quoi? C'est donner la possibilité au monde agricole d'avoir des infrastructures technologiques qui soient mutualisées et souveraines et qui permettent de garantir un développement du numérique en France, voire également en Europe. Alors, que fait AgData Hub? En fait, c'est quelque part une plateforme de rencontre entre des gens, des organismes qui ont des données et d'autres organismes qui recherchent de la donnée pour la valoriser et pour développer des outils, notamment qui peuvent apporter un plus aux producteurs. Donc, ce que ne fait pas AgData Hub, c'est elle ne collecte pas la donnée et elle n'exploite pas la donnée. Elle est uniquement là donc, pour faciliter les échanges entre un fournisseur et un acquéreur, et notamment en structurant et sécurisant la contractualisation de ces données. Donc, tu peux passer la diapo. Donc, ça, c'est une représentation un petit peu schématisée du monde dans lequel on vit aujourd'hui au niveau de l'agricole. C'est qu'on a une île en haut à droite qui représente les exploitations où aujourd'hui on collecte un nombre assez important de données, que ce soit au champ, que ce soit sur les animaux, que ce soit dans les bâtiments. De notre côté, on a une île qui est en bas à gauche, qui représente les gens qui souhaitent utiliser de la donnée et qui souhaitent la valoriser en créant des applis et en donnant de la valeur ajoutée à ces données. Et donc, AgData Hub, Happy Agro, la petite île en bas à droite, doit jouer le rôle de connexion entre ces deux mondes et en créant, on va dire, un monde sécurisé où à la fois les utilisateurs et à la fois les créateurs de données se sentent en sérénité pour utiliser ces données.
Donc aujourd'hui, outre donc, ce rôle de plateforme d'échange de données, ils sont en train de développer une offre de services assez robuste sur le consentement, qui permettra à la fois aux agriculteurs fournisseurs de données et à la fois aux utilisateurs de données d'être sécurisés sur est-ce qu'il y a eu consentement sur cette donnée. Ça, c'est pour les utilisateurs. Et à la fois pour les agriculteurs, ça leur permettra de savoir et d'être à jour sur à qui ou quel type d'entreprise ils ont donné le consentement sur leurs données. Donc, ça, toujours dans ce rôle de sécurisation. Les intérêts qu'on a relevés par rapport à notre projet et à notre problématique coût de production, donc c'est ces notions de consentement où effectivement ça crée un climat, on va dire, de confiance et donc des accès plus faciles à la donnée. Ça sécurise aussi le fournisseur pour la mise à disposition des données. Le fait de sécuriser techniquement et contractuellement, on va dire que les différentes parties prenantes vont être plus en confiance pour pouvoir travailler. Là aussi, où c'est intéressant cette plateforme, c'est que ça permet de faire connaître en fait et de faire émerger les besoins en termes de collecte. Et donc, l'approche économique en est un exemple flagrant, c'est-à-dire que à aujourd'hui, par exemple, en données disponibles, AgData Hub a très peu de sources de données en lien avec l'économie. Et donc, le fait d'avoir échangé avec eux fait ressortir ce besoin. Et eux étant en contact avec à la fois des fournisseurs et à la fois des valorisateurs de données, ils vont probablement arriver à faire émerger davantage de projets autour de ces données économiques et données coûts de production. Et ensuite, on peut penser effectivement aussi que le fait que ce type d'échange se développe, on soit sur un marché qui soit plus transparent de la valeur monétaire des données et que ça bloque un petit peu moins, notamment les producteurs de données aujourd'hui, dans le fait de transmettre leurs données. Car aujourd'hui, effectivement, tous les jours, nous, on est un peu confrontés à la problématique lorsqu'on essaye de récupérer de la donnée, c'est quelle est la valeur réelle économique de ces données. Donc, avec le développement de ce type d'entreprise et de services, on peut penser que le marché sera un peu plus clair et transparent. Par contre, ce pourquoi AgData Hub ne pourra probablement pas encore à court terme faire évoluer les choses, c'est sur la collecte et sur la qualité des données, qui restent quand même deux soucis principaux. Et aussi, AgData Hub n'intervient pas dans le traitement de la donnée, c'est vraiment pas leur objectif aujourd'hui à court terme. Voilà, donc l'objectif, vous voyez, dans ces illustrations, c'est pas de vous faire la promo d'AgData Hub, de l'IFIP ou d'Arvalis ou d'IFV, c'est juste de montrer quelques illustrations pour montrer qu'il y a aussi des outils à géométrie variable. Vous avez vu qu'il y a différentes optiques, des limites et des initiatives. Donc, c'est intéressant de partager ces initiatives. J'espère qu'on l'aura fait ce matin. On a un dernier point à voir. Avant de voir le dernier point, il y avait deux questions peut-être à traiter. Mathilde Vautier qui nous demande en gros si on n'aurait pas intérêt à avoir une seule méthode commune. Donc, je pense que oui, on a un intérêt après avoir une méthode référente, mais on en parlera, c'est dans les scénarios qu'on va avoir par la suite. Et Yves Trégaro qui nous dit, voilà, le problème des indicateurs en indice, au bout de 10, 15 ans ou 20 ans, comment on va pouvoir suivre, est-ce que la base est toujours la bonne? Donc là, je dirais qu'effectivement, ces problèmes d'indice, ça peut poser souci. Et je pense que la valeur de référence initiale sur laquelle on va accoler l'indice, ça fait partie aussi de la négociation entre les différents acteurs. Voilà.
Je vous propose de passer au dernier quiz. Il y a une seule question, vous allez voir, c'est très rapide, parce qu'il est 11h53, donc on n'a plus que 7 minutes, donc ça va aller assez vite. Virginie, si... Oui, c'est bon, Virginie est très réactive. Donc, une seule question. Bon, là, je pense que les choses sont assez claires. On est sur un 90-10. Finalement, il y a peu de personnes qui pensent que ça sera moins utilisé. Donc, on a effectivement des auditeurs, en tout cas des participants, qui sont prêts à financer la mise en place des futurs coûts de production. Alors, pour finir, et demain, effectivement, on va essayer d'ouvrir le débat. Bon, il ne restera pas beaucoup de temps, mais on pensait que c'était intéressant de prendre du recul. Pour ça, on s'est aussi appuyé sur un exemple qui nous avait interpellé. C'est celui du Québec, où globalement, vous avez vu, ce sont plutôt des instituts ou des privés qui vont calculer les coûts de production. Au Québec, je vais faire très simple. En gros, ils ont créé une structure qui est chargée de faire ça, de calculer les coûts de production pour des productions agricoles qui rentrent dans le champ d'une assurance de stabilisation de revenus agricoles. C'est quelque chose qui existe pour stabiliser les revenus et qui nécessite d'avoir effectivement des indicateurs de coûts de production parce qu'on est sur un différentiel entre les prix constatés et les coûts de production. Donc là, c'est quelque chose qui a été mis en place en 2009. Je crois que le budget de fonctionnement de cette structure, c'est à peu près 1,3 million d'euros. On est dans la gouvernance, on a 2 personnes en siège du gouvernement du Québec, 2 personnes des filières et 2 personnes du Crédit Agricole local. Voilà. Après, ils ont les mêmes problématiques que nous, hein, les problématiques d'harmonisation, de taille d'échantillon et surtout de lourdeur de collecte des données, parce que là, on doit avoir des choses très robustes, parce que derrière, ça déclenche une intervention publique, avec parfois des problématiques de transparence entre l'amont et l'aval sur la fixation de la marge, également de concentration du marché, qui pose des soucis après de disponibilité de la donnée. Et à l'heure actuelle, on est face à la mise en place de nouveaux indicateurs, également sur la base de la rémunération du producteur. Ils vont passer d'un salaire d'ouvrier spécialisé, hein, comme on a sur certains benchmarks internationaux, à une rémunération plus de chef d'entreprise gestionnaire. Donc là aussi, il y a des évolutions du dispositif et ils essayent beaucoup de communiquer avec notamment les instituts européens pour affiner leur méthode de calcul. Donc là, on est vraiment sur une logique de construction de coûts de production, enfin d'élaboration de coûts de production qui est pilotée par le public parce que derrière, il y a une intervention publique. Donc, ça pose la question demain de scénario. Est-ce que globalement, on va vers une privatisation des données qui ne nous permettra pas forcément d'avoir ces indicateurs? Est-ce que demain, on va plutôt au contraire avoir une intervention publique qui va faire en sorte que face aux enjeux qu'on a, on va vers une diffusion obligatoire de ce type d'indicateurs? Donc, on a fait 3 scénarios hein, qui sont volontairement caricaturaux. Le premier, c'est de dire globalement, on pourrait très bien avoir, avec le développement des ERP, hein, c'est des logiciels qui permettent de calculer des coûts en interne, finalement une privatisation de plus en plus forte des données, où on aurait globalement des standards qui émergeraient, mais des standards privés, où finalement la donnée n'est plus diffusée. Donc là, ça pose beaucoup de questions sur des problématiques d'accès à cette donnée. Comment je vais pouvoir piloter si demain je n'ai pas accès aux différentes applications qui seront développées par des privés. Mais c'est un des chemins possibles qui peut être envisagé. Le deuxième scénario, c'est un scénario à la québécoise où globalement on met des moyens très importants, notamment parce que demain on aura besoin absolument de tous ces coûts de production. Donc là, c'est vraiment l'optique filière hein, dans les 4 groupes. Par rapport à précédemment, on était plus sur l'optique performance qu'on souhaite privilégier.
Donc là, il y a la question aussi de comment on finance ce genre de choses. Et puis peut-être un scénario hybride à construire, où là, ça pose la question, effectivement, tout à l'heure qui a été soulevée, comment et qui va faire les références pour qu'on puisse avoir les mêmes méthodes et limiter la dispersion, comme ça, des hypothèses qui vont être prises. Et comment on arrive à trouver un équilibre public-privé qui, à l'heure actuelle, est plus ou moins le cas. Là, effectivement, on disait pourquoi on n'aurait pas effectivement des partenariats entre instituts techniques et éditeurs privés. C'est le cas à l'heure actuelle. On se repose beaucoup sur les instituts techniques, qui sont plutôt des organismes interprofessionnels. Et demain, quid de ces équilibres qui sont un peu fragiles. Pour l'instant, la situation n'est pas du tout aboutie. Donc, qui va imposer le standard? C'est aussi les enjeux de demain. Voilà, c'est sur ces 3 scénarios qu'on voulait finir le séminaire. Vous voyez que tout est ouvert. On aura des besoins demain de plus en plus importants. La question, c'est de savoir aussi quels arbitrages on va faire, parce que derrière, on va peut-être avoir besoin de plus en plus d'indicateurs extra-économiques, donc liés à l'environnement, la biodiversité, les gaz à effet de serre, je ne sais rien. Donc, est-ce qu'on va globalement avoir des outils qui vont permettre de répondre à l'ensemble de ces questions, ou est-ce qu'on va se centrer sur aussi la survie économique de certaines filières? Donc là, on a des enjeux importants face à tout ça qui vont avoir lieu. Donc,